Jean-Christophe Célin, je suis conseiller régional Occitanie. Voilà. Je ne suis pas du tout un universitaire. Je suis un instituteur, professeur des écoles Bac+0. Et par la force des événements et de l'expérience militante depuis 1979, j'ai acquis un certain nombre d'expériences et de formations qui me permettent aujourd'hui de transmettre et de construire un certain nombre de choses avec vous. Voilà. Merci. Alors on y va. Donc il s'agira aujourd'hui de travailler sur à la fois le fascisme historique et sur ses prolongements avec les formes de l'extrême droite aujourd'hui. Donc le propos est un propos qui se situe très loin dans l'histoire, bien avant le fascisme constitué, on le verra au début du XXe siècle et avec des prémices à la fin du XIXe siècle, et ça sera un peu ça le propos original du topo. Donc c'est qu'à partir de la Grande Révolution française de 1789, la pensée contre-révolutionnaire s'est violemment opposée aux idées des Lumières et s'est structurée dans un corpus idéologique qui donne naissance à une extrême droite avec un courant inégalitaire radical. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais insister, c'est que ce qu'on va voir aujourd'hui autour du fascisme et de l'extrême droite est consubstantiel en France, notamment en France, autour de la question de l'égalité et de l'inégalité, autour de la citoyenneté ou de la non-citoyenneté, de la non-reconnaissance de la citoyenneté. Ça, c'est le propos qui va structurer ma conférence d'aujourd'hui et qui servira de grille d'analyse pour comprendre ce que c'est que le fascisme. Parce que souvent, on parle du fascisme comme étant avant tout un courant raciste, etc. Et on verra que, par exemple, en Italie, c'est absolument pas le cas. Donc je ne vais pas digresser dès maintenant sur cette question-là. Mais le fascisme est avant tout un courant inégalitaire et dirigé contre les formes indépendantes de la démocratie, et notamment du mouvement ouvrier et du mouvement démocratique. Ça, c'est la chose la plus importante sur laquelle je voudrais insister. À la fin du 19e siècle, et ensuite particulièrement donc dans les années 20 et les années 30, ce courant politique, le fascisme, avec des caractéristiques nouvelles, a connu son épanouissement dans des mouvements de masse en accédant au pouvoir dans certains pays d'Europe, que vous connaissez, fascisme d'abord, le fascisme en Italie d'abord, le nazisme en Allemagne, et ensuite l'Espagne et le Portugal. Donc la structure du topo sera la suivante. Quelles sont les grandes caractéristiques de cette pensée d'extrême droite? Qu'appelle-t-on le fascisme? Ces différentes formes, dont le nazisme, qui est son expression la plus radicale. Quelles sont les conditions pour que le fascisme triomphe? Comment a-t-il été analysé et combattu par le mouvement ouvrier? La France a-t-elle vraiment connu dans le passé des organisations de masse dites fascistes? Enfin, en 2019, comment pourrons-nous décoder, déconstruire et combattre le discours néo-fasciste, en particulier celui du FN et de la nébuleuse de l'extrême droite? Comment appréhender et combattre la montée et l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite au Brésil et en Italie notamment, puisque ce sont les nouvelles donnes de la dernière période. Donc le plan sera le suivant. On va commencer par une idéologie anti-lumière contre la démocratie et l'égalité. Ensuite, on verra les caractéristiques du fascisme, les conditions de la prise du pouvoir par les fascistes, le mouvement ouvrier face au fascisme et le décodage. Voilà. Donc, premier élément, une idéologie anti-lumière contre la démocratie et l'égalité. On appellera ça le pré-fascisme. Donc, à partir de la Révolution française, et en réaction à la République qui proclame l'égalité et la citoyenneté, la pensée contre-révolutionnaire s'oppose violemment aux idées des Lumières. Elle est structurée dans différents courants réactionnaires. Alors, tout d'abord, à l'époque de la Révolution française, les émigrés de Coblence, ensuite la Restauration, ensuite les Versaillais dans la Commune de Paris, ensuite le boulangisme,
et ensuite les royalistes structurés autour de ce qu'on avait appelé les camelots du roi et les maurassiens. Dans un corpus idéologique donnant naissance à une extrême droite qui se structure politiquement au XIXe siècle. Notons qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des passerelles et des rencontres inédites se font entre des courants du syndicalisme révolutionnaire et du nationalisme. Alors, c'est la raison pour laquelle je reprends à mon compte, ça peut être discuté et discutable, il y a d'ailleurs des historiens comme Bernstein qui discutent cette notion, c'est que l'idéologie fasciste serait finalement née en France autour de cette rencontre entre des syndicalistes révolutionnaires et des courants nationalistes. C'est la thèse qui est reprise par Zev Sternel, qui est un historien israélien, c'est la nouvelle historiographie israélienne depuis les années 70, et il traite de cette question qui me semble originale, intéressante et pertinente. Donc cette rencontre de syndicalistes révolutionnaires, je n'ai pas dit des syndicalistes révolutionnaires, de certains syndicalistes révolutionnaires autour de Sorel, qui prônent l'action directe et la violence, notamment, et du nationalisme, ils se retrouvent dans un cercle qui s'appelle le cercle Proudhon. C'est-à-dire que quand même vous avez des syndicalistes révolutionnaires et des royalistes qui se retrouvent dans un cercle prenant le nom d'un des principaux dirigeants anarchistes de la Première Internationale. Vous voyez, on est dans un cadre qui veut vraiment bien brouiller les repères, ce qui est quand même une caractéristique du fascisme, de vouloir brouiller les repères. Le cercle Proudhon en France, avec Berthe, qui est donc le lieutenant de Sorel, et Valois, qui est le lieutenant de Maurras. On retrouvera le même phénomène en Italie, où des syndicalistes révolutionnaires comme De Ambris, Olivetti, Panunzio, Paniglio, Corridoni rejoignent Mussolini, rejoints aussi à cette période-là par des courants artistiques comme les futuristes, qui rejoindront la naissance de le fascisme naissant dans les années 10-15 en Italie. En France, ce cercle-là et ces courants-là sont aussi influencés par Schopenhauer et Nietzsche, qui forgent un idéalisme basé sur la volonté d'action et de puissance, primant sur la raison et le droit. Ces courants politiques se regroupent autour du refus de la démocratie parlementaire, des changements graduels dans la société. Ils prônent une action violente immédiate, le nationalisme, la conception antimatérialiste de l'histoire, la hiérarchie et l'aristocratie naturelle, en opposition bien évidemment à l'égalité et à la citoyenneté. S'ajoute aussi, dans une certaine mesure, pour certains courants, un antisémitisme porté par des groupes, mais aussi par une presse de masse. Il faut savoir que vous avez à cette période-là une presse de masse antisémite à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires par jour dans les quotidiens. Je veux dire, c'est un phénomène de masse et qui, y compris, a des vecteurs publics et idéologiques extrêmement importants et justifié par les théories racialistes d'un certain Gobineau, qui sera y compris très important pour le nazisme et la manière de théoriser le racisme biologique. Donc la montée des nationalismes et la Première Guerre mondiale vont arriver à cristalliser. La cristallisation est un phénomène chimique. Vous avez plusieurs éléments qui, à un moment donné, arrivent à se transformer en cristaux, à se fixer, et pour ça, il y a des agents catalyseurs qui sont soit des agents chimiques, soit des agents politiques, soit des agents événementiels, soit des agents sociaux, soit des agents idéologiques. Et bien là, la montée des nationalismes et la Première Guerre mondiale vont cristalliser l'unification de ces courants et de leur trajectoire vers l'extrême droite. Parce que ces courants peuvent avoir une manière de penser, mais ils vont véritablement vers l'extrême droite et ils vont s'unifier autour d'un projet politique qui sera celui de l'extrême droite. Un autre élément qui est concomitant à cette période-là, c'est bien évidemment la révolution de 1917, qui donnera une réponse par rapport à la crise du capitalisme et par rapport à la première guerre impérialiste, qui ne sera évidemment pas celle de ces groupes qui se cristallisent autour de l'extrême droite et qui se cristallisent autour de toutes ces notions, la force prise dans le droit, l'inégalité contre l'égalité, les inégalités naturelles contre la citoyenneté, etc. Bien évidemment, la Révolution d'octobre et le programme
des bolcheviks seront une réponse complètement différente et complètement alternative. Donc la révolution d'octobre et son onde de choc en Europe avec les mutineries, les luttes sociales et les insurrections vont imposer l'idée du socialisme comme un impératif, véritablement comme un impératif, et ce pendant au moins une ou deux décennies, très vite canalisé sur le terrain ultranationaliste par les fascistes et les nazis. Alors pourquoi les fascistes et les nazis ont réussi à canaliser cet impératif du socialisme à leur profit? Bien parce qu'il n'y a pas eu l'extension de la révolution russe et l'extension de la révolution d'octobre. C'est ce que j'ai expliqué hier dans le topo. La révolution d'octobre avait la vocation d'un socialisme international et les courants d'extrême droite vont être obligés de capter cette aspiration du socialisme à l'émancipation parce que le mouvement de masse le veut, mais ils vont le canaliser sur leur terrain à eux, c'est-à-dire le terrain du nationalisme, et surtout au service du grand capital qui va les financer pour briser physiquement et politiquement le mouvement ouvrier en activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1919-1920, vous avez près de 3/4 de la production industrielle et agraire du pays qui est dirigée par les conseils d'usine et par les paysans organisés en Italie. Donc la bourgeoisie, l'oligarchie italienne prend peur au sens physique du terme et finance des groupes qui s'appellent les faisceaux de combat, les fasci en italien. Donc ça donne naissance au fascisme. Et donc il capte cette radicalité et la combattent en étant au service du grand capital. Donc ça c'est en Italie. Et en Allemagne, on remarquera que le parti nazi, son anagramme, c'est le NSDAP, Nationaliste Sozialistische Deutsche Partei, c'est-à-dire le parti des travailleurs nationaux socialistes. C'est-à-dire qu'on va expliquer que finalement le socialisme sous la forme de l'extrême droite ne va pas se réaliser évidemment à la manière des bolcheviks parce qu'ils sont complètement opposés à eux, mais sur le terrain national et sur un terrain nationaliste. Donc ça sera cette pirouette que le fascisme va réussir à faire sur le plan idéologique et sur le plan politique. Donc le PNF, le Parti national fasciste en Italie, le NSDAP, Parti national socialiste des travailleurs allemands, la faillite politique de la Deuxième Internationale en août 14, mais aussi l'échec de la Révolution russe à s'étendre, renforcera l'idée du refuge dans le fascisme présenté comme le socialisme national. D'autant que le fascisme, par rapport à l'humiliation qu'aura vécu l'Allemagne et la population allemande avec la défaite allemande à la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, le dépeçage de l'Allemagne, l'occupation de la Ruhr, etc., ce sentiment d'humiliation sera utilisé par les nazis, on y reviendra, avec des réponses qu'on pourra retrouver, y compris dans un auteur comme Wilhelm Reich, que je vous conseille de lire, qui est le théoricien du freudo-marxisme et qui a étudié la psychologie de masse du fascisme et du nazisme et les ressorts sur lesquels les nazis se sont appuyés sur comment répondre à l'humiliation, comment agir par rapport à la foule, etc. Donc ce seront des prolongements utiles à votre réflexion. Caractéristiques du fascisme historique. Donc la Première Guerre mondiale est la première confrontation mondiale à caractère impérialiste et la révolution bolchevique est l'avènement du premier gouvernement ouvrier et paysan de l'histoire de l'humanité. Donc vous voyez, en l'espace de quelques années, ça fait des événements extrêmement concentrés, mais extrêmement explosifs, qui bien évidemment vont tout chambouler et vont structurer les comportements des uns et des autres par rapport à ces deux événements-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, y compris pour les décennies qui vont suivre, parce que ça va structurer tout le champ politique, toute la géopolitique, tout le champ idéologique, à la fois des forces progressistes, mais aussi des forces réactionnaires qui vont se situer par rapport à ces deux événements. Le fascisme est une réaction politique. Ça, c'est quelque chose... C'est pour ça que c'est un courant réactionnaire, c'est une réaction politique par rapport à ces deux événements et principalement par rapport à la réponse alternative que donne la révolution d'octobre par rapport à la crise du capitalisme. Premièrement, le nationalisme exacerbé opposé à l'internationalisme et en l'occurrence à la Troisième Internationale.
Deuxième élément, deuxième caractéristique, la centralisation extrême du pouvoir, l'unité de la nation et de l'État se confondent avec le culte du chef et du parti unique. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, je me désaltère un peu. Troisième caractéristique, les classes sociales antagoniques sont fusionnées dans un nouvel ordre, ce qu'on appelle l'ordre corporatiste. Alors attention à cette notion, parce que les médias disent, voilà, ouais, les enseignants manifestent, ils sont corporatistes, les postiers manifestent, sont corporatistes. Ça, c'est de la mousse, ça. Le corporatisme, dans l'histoire, c'est un ordre politique et institutionnel qui fusionne en son sein le capital et le travail, qui nie la place des organisations indépendantes, qui appelle même à la destruction des syndicats indépendants, dans une corporation, comme il y avait dans l'Ancien Régime, les corporations de métiers, etc., où le salarié était lié au petit patron dans la corporation. Et là, c'est un ordre politique et institutionnel vertical, étatique, qui fusionne le capital et le travail au profit du capital. L'idéologie corporatiste sera d'ailleurs mise en avant par Mussolini, mise en avant par Pétain, mise en avant par Primo de Rivera au moment de la phalange espagnole, mise en avant par Salazar, mise en avant par Hitler, etc. C'est l'idée donc de l'alliance capital-travail au profit des employeurs, qui sont les seuls interlocuteurs de l'État et dans lesquels les syndicats indépendants, interprofessionnels des travailleurs sont interdits. C'est donc une négation politique et institutionnelle de quoi ? De la lutte de classe. C'est fait pour casser et nier, c'est une réponse politique et institutionnelle à la lutte de classe. La lutte de classe, c'est l'organisation indépendante des travailleurs dans l'entreprise, dans le cadre d'un rapport de force avec le patron, pour gagner à la fois des conditions matérielles, etc. Et sur le plan global, de créer un rapport de force global au profit des travailleurs, des salariés, pas seulement dans l'entreprise, mais dans l'ensemble de la société. Et l'ordre corporatiste est donc cette réponse politique et institutionnelle pour casser les reins à la lutte de classe. Quatrième élément, la hiérarchie naturelle entre le fort et le faible. Tous les gouvernements fascistes ont fait ce culte du fort, de la force, etc., par rapport à la faiblesse. Les plus radicaux, les nazis, la première mesure qu'ils ont prise, c'est de gazer les handicapés dans des chambres à gaz roulantes. Voilà, parce qu'il fallait tuer les faibles. C'est l'eugénisme complet. D'accord ? Donc ça, c'est parce que le nazisme est la forme radicale du fascisme, on y reviendra après. Donc Hitler et les nazis ont poussé très très loin cette logique du fort et du faible. L'élitisme et la destruction de la démocratie. Sixième élément, le rejet de l'universalisme et de l'égalité au profit de l'exaltation des communautés organiques que sont la terre, le sang, etc. Charles Maurras, dirigeant royaliste, disait « La terre a toujours raison », par exemple. Voilà. Le différentialisme, voire le racisme biologique que l'on retrouve donc dans le théoricien Gobineau au départ, mais surtout dans sa forme politique radicale, qu'est le nazisme. Je vous propose une définition du fascisme. On désignera comme fascisme tout appel à l'unité culturelle, organique et étatique de la nation pour être un recours contre les mouvements populaires que la classe dirigeante ne peut plus contenir. Je répète, on désignera comme fascisme tout appel à l'unité culturelle, organique et étatique de la nation pour être un recours contre les mouvements populaires que la classe dirigeante ne peut plus contenir. C'est précisément parce que vous avez un mouvement ascendant et indépendant des classes sociales, du mouvement social et de la lutte de classe en l'occurrence, parce qu'on parle du contexte, là, du fascisme originel en Italie, d'une lutte de classe qui dure pendant plus de 2 ans, où tout le pays pratiquement est contrôlé par la classe ouvrière et la paysannerie organisée, que c'est un mouvement qui se situe en réaction par rapport à ça, et qui fait donc appel à l'unité culturelle et organique d'une nation supposée sur d'autres critères et d'autres principes, et étatique, parce que c'est l'État qui va incarner cela, contre ces mouvements populaires que la classe dirigeante ne peut plus contenir. Donc le fascisme est un mouvement politique réactionnaire au service du capital, puisque non seulement il est financé par le capital, s'il est financé par le capital, c'est parce qu'il va servir le capital. On l'a vu en Italie, donc avec le financement des faisceaux de combat par les grandes entreprises,
mais on le voit aussi en Allemagne. Je fais une parenthèse en citant le film de Visconti, Les Damnés, vous avez peut-être vu, où on voit une grande famille, on ne sait pas si c'est l'aristocratie ou vraiment la grande bourgeoisie, c'est vraisemblablement la famille Krupp ou Thyssen, qui dit que bon, il regarde ces barbares de nazis, la CSA, qui font coup de poing dans les rues, etc. Mais qu'au bout du compte, il les finance parce qu'il vaut mieux les nazis que les rouges. Voilà. Donc, voilà, je vous conseille de voir ce film, Les Damnés de Luchino Visconti, qui est un film absolument intéressant. Donc, le fascisme est un mouvement politique réactionnaire au service du capital. Il épouse la volonté de changement des masses. Toujours attention à cette question-là. Il épouse la volonté de changement des masses pour être une variante radicale du conservatisme de droite. Et deuxième élément, le nazisme est la variante la plus radicale du fascisme. C'est ce qu'on a connu de plus radical dans l'histoire. Après, il y a d'autres formes de fascisme au Moyen-Orient, sur lesquelles il ne s'agira pas de se placer ici, mais Daesh est une forme de nazisme moyen-oriental. Le fait de faire le culte de la mort et d'avoir le drapeau noir comme ils l'ont, et les exactions qu'ils font en direction de toutes les populations, à commencer par les femmes, est une forme sur laquelle il faudra certainement se pencher, mais on a une forme de fascisme radical, d'un islamisme politique radical, sur lequel il faudra certainement creuser l'élaboration. Il y a un autre chapitre sur lequel je voulais intervenir qui me semble tout à fait important pour ce qui nous concerne en tant que militants politiques, parce que nous ne sommes pas là pour simplement faire une discussion esthétique sur le fascisme, etc. Mais cette discussion doit nous outiller dans notre combat quotidien contre nos pires ennemis. Je dis bien nos pires ennemis parce qu'ils veulent notre peau politiquement et physiquement. Donc il faut avoir conscience de ça, et je vous le démontrerai au cours du topo, parce que tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'information sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Il faut regarder de près quelles sont les caractéristiques pour que le fascisme arrive au pouvoir. Donc je vous propose une dizaine de conditions. La première condition, c'est qu'en période de crise sociale et de crise de reproduction du capital, parce que c'est toujours ça la question, c'est comment le capital arrive à reproduire son assise à partir de son taux de profit. Quand tout va bien, bon, il y a la démocratie parlementaire, il y a quelques journalistes qui font leur boulot, quelques notables qui permettent de consentir à l'ordre établi, tout ça fonctionne bien, c'est huilé. Puis il y a des périodes de crise où il faut accélérer, muscler les choses, etc. Donc le fascisme a une fonction historique par rapport à ça. Il s'agit de modifier par la force et la violence les conditions de la reproduction du capital en faveur des grands groupes. Voilà, en l'occurrence, on sort de la Première Guerre mondiale, ce qui est l'Italie, et si les puissances impérialistes se sont fait la guerre entre elles, c'est pas simplement parce que l'archiduc a été assassiné à Sarajevo. Ça, c'est le prétexte du déclenchement. C'est tout simplement parce que les puissances impérialistes sont dans une crise de surproduction et qu'il y a la volonté d'une compétition, d'une concurrence entre les groupes, à la fois pour faire de nouvelles conquêtes, rétablir des marchés, et puis faire en sorte, par l'intermédiaire de l'industrie d'armement, de relancer d'autres secteurs de l'économie. Voilà, c'est très prosaïque, il faut avoir une analyse matérielle de l'histoire, même si à un moment donné, il y a des éléments croustillants, des éléments de personnalité, des éléments de psychologie qui peuvent nous intéresser ou qui peuvent jouer un rôle, ou qui peuvent servir de prétexte. Mais le fondement de tout ça, c'est bien la question de la reproduction du capital et de la domination. Et donc tout ça est grippé après la guerre, parce qu'évidemment, vous avez des secteurs entiers du mouvement ouvrier qui regardent du côté de la Russie ce qui se passe, donc la bourgeoisie prend peur. Comme la bourgeoisie prend peur, elle veut avoir un appareil à elle sous une nouvelle forme qui va lui permettre d'assurer sa domination, et le fascisme lui fournit les troupes, lui fournit les cartes, lui fournit tout pour le faire, et elle dit à un moment donné, en dernier ressort, on y va, banco. Donc, premier élément. Deuxième élément, dans les conditions contemporaines, la bourgeoisie assure sa domination politique, j'ai un peu dit avant, avantageusement à coût et à crédit réduit, à coût réduit, à l'aide de la démocratie parlementaire,
d'un certain nombre d'interfaces qui désamorcent périodiquement les contradictions explosives et en même temps, directement ou indirectement, elle intègre et élargit sa base sociale aux intermédiaires qui servent le système, quelques syndicalistes, quelques médias, quelques élus, quelques responsables politiques, quelques experts. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on fait ça toute la journée. Mais quand les mécanismes de redistribution se grippent et que l'équilibre devient trop instable, la grande bourgeoisie n'a qu'une seule issue: disposer d'une forme supérieure de centralisation de l'exécutif pour piloter l'économie et assurer en permanence sa domination. Mais en même temps que cela devient la négation de l'équilibre et de l'intégration précédente, parce que on va trouver une autre forme de système, mais on va déstabiliser l'ordre qui préexistait. La bourgeoisie garde sa domination économique, mais elle est expropriée politiquement du pouvoir par le parti fasciste. C'est caractéristique dans le film de Visconti, Les damnés. La bourgeoisie, la grande bourgeoisie, cette famille-là de la sidérurgie, elle garde son pouvoir économique, mais elle n'a plus directement de représentants politiques qu'elle avait au sein de l'État. C'est le parti nazi qui va diriger politiquement les affaires. Donc elle garde sa domination économique, elle n'est pas expropriée économiquement, parce que sinon elle n'aurait pas joué ce jeu-là, mais elle est expropriée politiquement au profit d'une nouvelle forme de direction politique qui est le parti unique, le parti fasciste ou le parti nazi en l'occurrence. Troisième caractéristique pour que le fascisme arrive au pouvoir, cette centralisation extrême et exclusive du pouvoir implique la destruction et la conquête du mouvement ouvrier. Alors ça, c'est quelque chose qui nous interpelle au premier chef. C'est-à-dire que pour que le fascisme arrive au pouvoir, il faut que tous les éléments de démocratie élémentaires qui ont été des acquis et des conquis du mouvement ouvrier, du mouvement démocratique, disparaissent. À commencer par l'indépendance de classe et l'organisation indépendante. C'est la raison pour laquelle tout de suite, ils mettent en place l'ordre corporatiste pour casser les syndicats et avoir une structure verticale qui allie le capital et le travail. Ceci ne peut être réalisé que par un État policier et une dictature policière et militaire. Ça, c'est la conséquence. Quatrième élément, tout cela n'est possible qu'avec un mouvement de masse mobilisé pour démoraliser la classe ouvrière par la terreur, le harcèlement et la délation. Cela suppose un réseau extrêmement important et bien organisé de milliers de mouchards, de policiers, de gardiens d'immeubles, de contremaîtres. Le système fasciste ne peut fonctionner qu'avec l'ensemble de ces conditions. Et la condition dont je suis en train de vous parler, c'est ce fameux réseau qui permet de nourrir en permanence les informations de l'appareil de l'État policier et militaire qui se met en place. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. La police ne peut pas être partout. Et donc, elle élargit sa base d'information et sa base sociale avec ce réseau extrêmement important, donc de mouchards, policiers, gardiens d'immeubles, contremaîtres. Cinquième caractéristique pour l'arrivée du fascisme au pouvoir, c'est que ce mouvement de masse ne peut surgir que de la petite bourgeoisie, affolée et hystérisée par la crise. C'est la petite bourgeoisie en crise qui est la base sociale du fascisme. Pas la direction politique, la base sociale. Ça, c'est un phénomène extrêmement important. Alors, c'est extrêmement important parce que ça atteste de deux choses. Si ça arrive, ça atteste de la force du fascisme, et si ça arrive, ça atteste de la force du mouvement ouvrier de ne pas avoir été capable de proposer un bloc à la petite bourgeoisie qui est en crise et de lui donner des réponses. Parce que si la petite bourgeoisie va voir du côté de la grande bourgeoisie, donc contre ses intérêts, parce que, y compris du point de vue purement capitaliste, la grande bourgeoisie a intérêt à la concentration du capital et à la disparition de la petite bourgeoisie. Regardez ce qui se passe dans nos villes. On met du Leclerc, du Auchan et tout ça tout autour, et la petite bourgeoisie des bourgs, des centres-bourgs, des centres-villes disparaît parce qu'il y a la concentration du capital. Donc là, vous avez un phénomène contradictoire à l'intérieur de la bourgeoisie. Donc il faut aussi regarder ça, cette complexité de manière extrêmement fine. Donc ce mouvement de masse ne peut surgir que de la petite bourgeoisie hystérisée par la crise, et notamment de ces éléments qui sont menacés et déclassés, et qui sont prêts à en découdre contre le mouvement ouvrier. C'est-à-dire, combien de fois vous avez entendu
le petit commerçant du coin disant « Ah, c'est feignant le fonctionnaire, c'est syndicaliste, c'est machin ». Tous les gens dont ils ont l'impression qu'ils sont au-dessus d'eux parce qu'ils ont des protections qu'eux n'ont pas. Ouais, nous on a bossé toute notre vie, on n'aura pas notre retraite. Bon, voilà, vous connaissez tout ça. Voilà. Donc tout ça, en période de crise extrême, ça donne des prémices d'une haine contre le mouvement ouvrier et démocratique, contre les syndicalistes, contre les fonctionnaires, contre des gens qui ont eu des acquis sociaux, contre des gens qui ont eu des statuts. Et le fascisme va donner une réponse politique à ces gens-là. C'est pas simplement parce qu'il y a ça que ça bascule. Ça bascule parce qu'ils arrivent à donner une réponse politique contre les conquêtes et les éléments actifs. Ce mouvement est renforcé par l'apport des ouvriers chômeurs, plongés dans la misère, qui était caractérisé à l'époque comme étant le Lumpenprolétariat en allemand, c'est-à-dire le prolétariat en rayon. Donc, la jonction entre la petite bourgeoisie, qui est affolée par la crise, qui a peur de son déclassement, et ceux qui sont déjà déclassés, entraîne, si vous voulez, une jonction sociale, de masse, qui permet au fascisme de l'utiliser contre le mouvement ouvrier organisé. L'expression et l'organisation sont autonomes, mais pour aller plus loin, ce mouvement a besoin de soutien financier et d'une centralisation de l'expression politique. Le fascisme lui propose, la grande bourgeoisie, la finance. C'est-à-dire que le fascisme propose tout ça à la petite bourgeoisie, tous les gens qui sont déclassés, dans la précarité, dans la misère, etc., et qui en veulent évidemment par rapport à ceux qui ont réussi à garder un statut et ceux qui, dans la petite bourgeoisie, qui viennent du prolétariat mais qui ne veulent pas y retourner, donc il y a une espèce de haine subjective à l'intérieur, et tout ça prend mayonnaise, donc le fascisme le propose et la grande bourgeoisie le finance. Sixième condition, l'écrasement du mouvement ouvrier est un préalable pour que le fascisme remplisse son rôle politique et historique. Là, on n'est pas dans un entre-deux. Le fascisme, il n'est pas là pour faire des petites piques. Il est là pour nous détruire. D'accord ? Historiquement, quand je dis détruire, c'est détruire politiquement et c'est détruire physiquement. Et on sait comment ça se termine. En Allemagne, Hitler s'est attaqué aux Juifs en 1938. Mais il s'est attaqué, Dachau est ouvert en avril 1933, c'est-à-dire 3 mois après la prise du pouvoir. C'est le premier camp qui est ouvert, et ce sont des syndicalistes qui sont mis dedans. Après, les socialistes, les communistes, etc. Et puis après, les juifs, parce qu'il faut bien terminer le travail dans la société. Mais même si le nazisme est une forme radicale du fascisme avec le racisme biologique, etc., il s'est d'abord attaqué au mouvement ouvrier comme Mussolini l'avait fait en Italie. Ça, c'est très important. Il faut casser les reins tout de suite à tout ce qui est organisé de manière indépendante dans le mouvement ouvrier et le mouvement démocratique. Donc l'écrasement du mouvement ouvrier est un préalable pour que le fascisme remplisse son rôle historique et politique. C'est donc, excusez-moi, c'est peut-être un peu lourd, mais c'est un défi de guerre civile qui est lancé au mouvement ouvrier démocratique. Soit on a ces gens-là en face et on répond par la non-violence et les méthodes du Mahatma Gandhi. C'est une forme de réponse. Soit on fait autre chose. Si on ne répond pas à ce défi, non seulement nous désarmons notre camp, et nous créons par contre les conditions pour que l'ensemble de la petite bourgeoisie, qui regarde, la force va à la force. Donc tout le monde regarde ce qui se passe dans le champ politique et le champ social. C'est la condition que la petite bourgeoisie bascule du côté de la force et de la dynamique de ceux qui veulent triompher et prendre le pouvoir. Donc il y a des vrais enjeux qui sont en train de se passer là. Septième condition, ce mouvement de masse petit bourgeois doit s'intégrer au nouvel appareil d'État. Policier, bureaucratisé, mais qui va rouler pour l'oligarchie et pas pour la petite bourgeoisie. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Encore une fois, on le voit dans les années de Visconti. Ceux qui font le gros du boulot dans le parti nazi, ce sont les SA, les sections d'assaut. Depuis 1923, depuis donc le putsch raté d'Hitler, ils font le coup de poing tous les week-ends devant les vendeurs des journaux socialistes, les communistes allemands.
ils font le coup de poing devant les usines, ils vont attaquer les locaux, etc. Bon. Ils représentent un peu la base sociale, prolétarienne et révolutionnaire au sens de vouloir vraiment, y compris avoir un meilleur salaire, une meilleure vie, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passe en juin 1934 ? Les SA organisent un camp d'été. Toute analogie n'est pas des similitudes. Sur les bords du Main. Et au petit matin, vous avez des centaines de SS qui arrivent avec des auto-mitrailleuses, des blindés, et qui liquident entièrement les SA. Donc toute l'aile, on va dire prolétarienne du national-socialisme, est liquidée au petit matin en quelques heures. Et les SS représentent vraiment les intérêts du grand capital et de l'oligarchie. Il a fallu 1 an pour que les masques tombent pour ces pauvres bougres qui avaient pensé qu'ils allaient avoir une vraie révolution. Parce que si ça fonctionnait, c'est que des gens, à un moment donné, ont cru. Je veux dire, les SA qui faisaient le coup de poing contre les socialistes, les communistes, etc., ils ne savaient pas forcément que 7 ou 8 ans après, il allait y avoir Auschwitz, les chambres à gaz, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des millions de pauvres gens désespérés, parce que le fascisme se construit sur la désespérance. Très important ça. Hein. Voilà. C'est Trotsky dit dans un très bon ouvrage que je vous conseille aussi dans les bibliographies, parce qu'il a écrit un recueil sur comment vaincre le fascisme sur 1930-1933, une analyse très précise sur l'Allemagne. Il dit voilà, le fascisme triomphe quand l'espoir révolutionnaire, écoutez bien, quand l'espoir révolutionnaire se transforme en désespoir contre-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens aspirent au changement, mais le changement n'arrive pas, y compris parce qu'y compris les partis qui représentaient la classe ouvrière à cette période-là ne se sont pas unis. Hein, en Allemagne, les socialistes et les communistes sont majoritaires, y compris en 1933. Hitler a une majorité relative. Hindenburg, le 31 janvier 1933, le nomme chancelier. Incendie du Reichstag contre les communistes quelques semaines après, les accusant d'avoir brûlé le Parlement, arrestation des partis, destruction des partis. Quelques semaines plus tard, tout le monde est dans les camps, les syndicats sont interdits, etc. Voilà. Donc l'espoir révolutionnaire se transforme en désespoir contre-révolutionnaire. Ça, c'est la caractéristique subjective et mentale de ce qui se passe pour l'arrivée du fascisme et du nazisme au pouvoir. Donc l'État policier bureaucratisé va rouler pour l'oligarchie et pas pour la petite bourgeoisie. Ah oui, parce qu'il fonctionne pour les intérêts de ceux qui ont financé. Ceux qui ont financé, c'est le grand capital. Et il y a des contradictions internes, je vais essayer de vous le démontrer, entre la petite bourgeoisie et la grande bourgeoisie. 8e et dernier élément, la reproduction du capital dans les conditions contemporaines. Et ça, c'est traduit notamment par la Première Guerre mondiale. Surproduction et saturation des marchés nécessitent la conquête de nouveaux marchés et de nouvelles terres. Le nouvel État qui va être créé autour du fascisme et du nazisme est un État policier et militaire tentaculaire. On appellera ça un État vampire. Un État vampire qui est surdimensionné et bureaucratisé et qui va coûter extrêmement cher. Et comme il coûte extrêmement cher, il faut trouver l'argent. Comme il faut trouver l'argent, il va falloir aller élargir l'espace vital, le Lebensraum, comme disait Hitler, et conquérir de nouveaux marchés. Pourquoi est-ce que vous pensez que le 22 juin 1941, l'armée allemande va envahir la Russie? Ce n'est pas uniquement par sa haine du bolchevisme, ce n'est pas simplement une question idéologique. Ah, c'est les rouges, on va aller chasser les rouges. Non, parce qu'ils vont rentrer dans un pays de 25 millions de kilomètres carrés, hein, avec des richesses naturelles fantastiques, et que l'Allemagne hitlérienne a comme objectif de conquérir le monde pour en faire un empire politique, mais un empire économique avec des nouvelles ressources naturelles et des nouveaux marchés. Voilà, donc voilà toujours les ressorts qui sont à l'œuvre. Je reviens toujours sur cette analyse matérialiste de l'histoire,
même si, je dis, les personnalités, les psychologies jouent des rôles, c'est évident. Les personnalités révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, dans des situations données, sont des éléments qui permettent de fixer et de canaliser les choses, dans un sens ou dans l'autre. Ça joue un rôle, mais le fond du problème est toujours une dynamique matérielle, une dynamique économique, une dynamique sociale, qui trouve ou non son expression politique. Donc il s'agira de créer un État vampire, mais qui est un État surdimensionné et bureaucratisé, et qui renforce donc cette fuite en avant vers la guerre et l'asservissement d'autres peuples. Et je pense qu'avec le nazisme, on a eu un concentré. Avant-dernier chapitre qui nous intéresse, une fois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur le fascisme, c'est le fascisme par rapport au mouvement ouvrier. Donc, comme je vous l'ai dit, le fascisme engage ses premiers combats contre le mouvement ouvrier. Je vous en ai parlé. Par rapport au Conseil de Turin, par rapport, y compris au désastre d'une révolution avortée en Allemagne en 1923. Donc le fascisme trouve une fraction du prolétariat, les ouvriers chômeurs, isolés du reste de la classe ouvrière. Et c'est dans ce sous-prolétariat confronté à un chômage de longue durée, souvent dérouté, que les fascistes s'implantent. Les chômeurs s'engagent dans les chemises brunes, les sections d'assaut, dont je vous ai parlé. En échange, n'oubliez pas l'humiliation qu'ils avaient après la Première Guerre mondiale. C'est pas du tout pour expliquer quoi que ce soit, c'est pour faire une explication objective. En échange d'un bel uniforme, d'un repas et d'une certaine dignité retrouvée. Ce sont les mécanismes sur lesquels les nazis ont joué. Le discours nationaliste les valorise également en leur donnant l'impression d'être intégrés dans un peuple puissant. Ils ont l'impression de se sentir à nouveau importants pour la construction d'un nouveau système complètement mythifié. Par contre, les fascistes ont du mal à se renforcer dans le mouvement syndical, car les grèves les obligent à s'affronter au petit patronat, largement représenté dans les rangs du NSDAP. Et oui, ils soutiennent les grèves, ils rentrent en conflit avec la petite bourgeoisie, et la petite bourgeoisie est leur place sociale. Donc ils ont vraiment du mal à pénétrer le mouvement ouvrier organisé. Dans les pays où le développement capitaliste est le moins avancé, comme l'Espagne par exemple, le fascisme s'appuiera davantage sur les institutions et sur l'Église. Donc ce qui reste des institutions bourgeoises et sur l'Église. Les expériences révolutionnaires de l'après-guerre sont donc des échecs pour le mouvement ouvrier. Les directions révolutionnaires se cantonnent à une remise en cause purement idéologique et phraséologique du capitalisme, sans renforcer le pouvoir de contrôle de la classe ouvrière sur l'organisation du travail. C'est pourquoi on assiste petit à petit à la dépolitisation du syndicalisme de classe. Les questions politiques sont transférées aux partis politiques sur la base de l'électoralisme. Rassurer le patronat peut se permettre de reprendre l'offensive. Le capitalisme financier va alors passer à l'action directe afin d'assurer sa direction complète sur la société. Il en profite alors pour se débarrasser du mouvement ouvrier indépendant. Après la crise de 1929, qui frappe surtout le secteur bancaire, le capital entend utiliser l'État afin de maintenir ses profits. Encore faudra-t-il qu'il domine cet État. Et pour le conquérir, il a besoin d'une alliance avec le fascisme. Il faut citer l'exception de l'Espagne, où la bourgeoisie est confrontée à un mouvement ouvrier et paysan à l'offensive qui se bat pour la prise du pouvoir. En 1936, la Phalange, donc de Primo de Rivera en espagnol, ne regroupe que 25 000 personnes, alors qu'en Italie et en Allemagne, vous avez des partis qui regroupent plusieurs centaines de milliers de personnes organisées. Donc la Phalange ne se développe pas que pour participer à la lutte contre la révolution espagnole. On parle de révolution espagnole, le mouvement, notamment en 1935-1936, organisé par la CNT et le POUM, qui a consisté à collectiviser les terres et les usines. On peut le voir dans l'excellent film de Ken Loach, Land and Freedom, que je vous conseille de voir. J'essaie de vous donner aussi des pistes filmographiques, car c'est aussi un moyen de pouvoir se réapproprier les choses d'une manière différente. Les classes dirigeantes multiplient les aides aux fascistes. Le capital moyen entend utiliser le fascisme exclusivement afin de réprimer le mouvement ouvrier, alors que le grand capital a une stratégie qui repose sur une alliance politique avec le fascisme. En octobre 1920, écoutez bien,
l'état-major de l'armée italienne ordonne aux 60 000 officiers démobilisés d'adhérer au faisceau de combat de Mussolini. 60 000 officiers qui arrivent, donc avec des traditions techniques militaires, c'est pas rien, hein, 60 000 officiers démobilisés qui vont adhérer au faisceau de combat pour les organiser et les diriger contre les piquets de grève. Ils continueront à percevoir 4/5 de leur solde. C'est également le matériel de l'armée qui va équiper les bandes fascistes. Vous imaginez, c'est quantitatif et qualitatif. En Allemagne, les sections d'assaut sont elles aussi financées par la bourgeoisie de l'industrie lourde. Quant à l'état-major, il ordonne aux instructeurs militaires de les former au combat. Donc vous avez des fractions entières de l'appareil policier et militaire qui s'autonomisent et qui va du côté du fascisme et du nazisme. Forts de leur entraînement et de leur équipement, ils s'attaquent violemment aux cortèges ouvriers, aux locaux, aux bourses du travail, aux travailleurs en grève. Leur action débute dans des faibles zones de combativité ouvrière, avant de se concentrer, et suite à leur premier succès, ils vont dans les fiefs et les organisations syndicales. Dès le début des années 20, les fascistes mènent des raids meurtriers sur Livourne, Milan et Gênes, et en 1927, Goebbels arrive à implanter ses troupes dans les quartiers rouges de Berlin et finit par les faire défiler devant le siège du Parti communiste. Donc c'est des tests politico-psychologiques, hein, ce qu'on appelle la théorie du cliquet. Hein. On vous fait intégrer un palier, hein, puis si vous intégrez le palier, on met un cliquet, hop, on va au palier suivant, etc. Voilà comment fonctionne le fascisme. On est bien cette question. Parce qu'on est amené à être confronté à ça. On le voit d'abord sur le plan idéologique. On ne le voit pas encore sur le plan physique parce que, je dirais malheureusement, nous n'avons pas une activité de la classe ouvrière qui est suffisante pour avoir des fascistes en face, pour être amené à intervenir en réaction. Donc on ne vit pas cette période. Mais on voit bien comment le Front National fonctionne. La tactique est simple, c'est celle de l'intimidation par la violence physique. Dotés d'une très bonne organisation militaire, les fascistes arrivent rapidement à affaiblir les capacités de mobilisation des organisations ouvrières qui craignent constamment des attaques car majoritairement elles sont déboussolées car elles ne sont pas organisées, ni formées, ni coordonnées entre elles. C'est la raison pour laquelle cette formation est extrêmement importante. Celles-ci perdent confiance en elles, ce qui affecte leur combativité. Cercle vertueux, cercle vicieux. Les fascistes sont aidés par les classes dirigeantes. Bien entendu, on assiste à quelques mesures judiciaires spectaculaires, alors rarement plus loin que la perquisition des locaux, mais l'État laisse agir les fascistes en toute impunité. En 1921, le ministre de la Justice envoie une circulaire aux magistrats italiens leur demandant de mettre en sommeil les dossiers concernant les crimes perpétrés par les fascistes. Mussolini n'est pas encore arrivé au pouvoir. Il arrive au pouvoir le 22 octobre 22 à la suite de la marche sur Rome. On est en 21 là. Le fascisme n'est pas encore au pouvoir. Mais déjà en 1920 et 1921, vous avez des secteurs entiers de l'appareil d'État et de la justice qui prennent des dispositions et qui misent sur Mussolini. Parfois, des unités militaires ou de la police participent aux actions menées par les fascistes. C'est le cas en Allemagne où le chancelier von Papen protège les SA. Par contre, les violences ouvrières dirigées contre les chemises noires sont souvent et systématiquement réprimées par les forces de l'État. Voilà. Alors, une question qui nous intéresse, une fois qu'on a dit le fascisme face au mouvement ouvrier, c'est le mouvement ouvrier face au fascisme. Le mouvement ouvrier syndical et politique est extrêmement divisé en son sein. On peut dire que la politique menée par Joseph Staline et la direction de l'Internationale dans les années, fin des années 20 est une politique criminelle, car elle désigne les socialistes comme étant l'ennemi principal et pas les nazis. Ce qui s'est passé en Allemagne est une vraie leçon de choses, sur ce qu'il ne faut plus reproduire. On peut penser ce qu'on veut de la politique de la social-démocratie allemande, je le disais hier, à commencer par avoir assassiné Rosa Luxembourg en 1919, les spartakistes. Mais quand on a l'ennemi commun en porte, il n'y a pas d'état d'âme. C'est la politique du front unique qui doit prévaloir. Marcher ensemble, oui.
frapper ensemble et marcher séparément. Il faut frapper ensemble. On peut marcher séparément avec ses propres bannières, son propre programme, ses propres couleurs. Mais ce que le KPD et les communistes, les staliniens allemands ont fait entre 1928 et 1933, c'était pas possible. Il y avait des meetings socialistes, vous aviez le KPD qui rentrait par la porte de gauche pour aller casser la gueule aux socialistes qui étaient à la tribune, et vous aviez les nazis qui rentraient par la porte de droite pour finir le travail. C'est le front unique dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord avec les nazis pour aller casser la gueule aux socialistes. Ça, c'est pas possible, ça. Et avec une théorie complètement dingue. Les dirigeants du communisme allemand, à commencer par Thälmann, disant « Ah, Hitler arrive au pouvoir, dans 3 mois c'est fini ». Oui, dans 3 mois c'est fini, oui, c'est les communistes allemands qui étaient dans les camps. Donc tout ça, cette politique aveugle, criminelle, de division, etc., on peut avoir son propre programme, on peut penser ce qu'on veut de la social-démocratie. Enfin, la social-démocratie à l'époque, c'est pas la social-démocratie de maintenant. Même Mitterrand était quand même 1000 fois plus à gauche que tout ce qu'on peut voir là, avec Olivier Faure, les Glucksmann et compagnie. Alors, la social-démocratie allemande à l'époque, c'était quand même, on était quand même encore sur la socialisation des moyens de production. Voilà. Bon. Mais donc il faut bien tirer les leçons d'histoire. Et ce qui s'est passé aussi en Catalogne, notamment, où le Parti communiste en Catalogne est allé redonner les terres et les usines à la bourgeoisie, à la paysannerie, parce que le POUM et la CNT les avaient collectivisés. Et que les dirigeants du POUM et de la CNT ont été assassinés dans les caves par les agents de Staline, y des agents français de Staline. André Marty, qui a été un grand résistant, et il avait comme surnom en 1937 le boucher d'Albacete quand même. C'est lui qui liquidait les trotskistes et les anarchistes dans les caves, alors qu'il y avait Franco qui était aux portes. Et on marche sur la tête là. Donc tout ça, je me permets de manière solennelle d'insister sur cette question-là, la question du front unique, des organisations qui se réclament du marxisme, de la classe ouvrière, de tout ce que vous voulez, etc., doivent s'unir sans état d'âme contre l'ennemi commun que représente le fascisme. Voilà, il n'y a pas de... Sinon, on est dans autre chose. Et l'histoire nous rappelle ce qu'il ne faut pas faire et précisément ce qu'il faut faire. Aucune direction politique ne considère le fascisme comme un danger spécifique mortel. Pire, les sociodémocrates et les staliniens jugent le phénomène Hitler comme éphémère, je vous l'ai dit. La politique internationale de Staline et du Kremlin de classe contre classe désigne la social-démocratie comme l'ennemi numéro 1, et jusqu'en 1934. Jusqu'en 1934, c'est-à-dire 1 an après la prise du pouvoir d'Hitler, enfin presque 2 ans même sur une année pleine, ils n'ont toujours pas compris. Ce qui s'est passé en France avec le 6 février 1934, vous savez, quand vous avez toutes les forces royalistes, réactionnaires, d'extrême droite, les croix de feu, etc., qui marchent sur l'Assemblée nationale, qui crèvent avec leur canne des camelots du roi, là, les royalistes, les ventres de la police montée, etc., il y a une réaction de base dans les organisations syndicales, les organisations communistes, à tel point que le 1er février 1934, il y a un appel à l'unité, au front unique, etc., qui se traduira politiquement par la logique du Front populaire en 1936. Et ça a fait tourner la politique de la Troisième Internationale de Staline et de Dimitrov. Mais ils étaient encore sur une ligne classe contre classe. Nous représentons la classe ouvrière, les communistes, et puis les socialistes, c'est la bourgeoisie, et puis les fascistes, c'est une forme de représentation de la bourgeoisie. Voilà. Il n'y a pas de notion spécifique. Le fascisme n'est pas un phénomène spécifique. C'est un avatar de la bourgeoisie. Non, c'est pas un avatar de la bourgeoisie. Quand vous avez des gens qui, dans leur programme, ont le programme de vous flinguer politiquement et physiquement, c'est pas un avatar. C'est quelque chose de spécifique qu'il faut prendre en charge spécifiquement. Et ça nécessite idéologiquement d'être très clair sur l'analyse et matériellement de prendre les dispositions d'autodéfense par rapport à ces groupes-là. J'ai bien dit d'autodéfense. Voilà. Donc, on arrive même au fait que le 7 janvier 1933, dans le bulletin interne des sociodémocrates allemands, ils jugent que le chancelier Hindenburg sera le meilleur garant des institutions face à Hitler.
Donc les mecs qui comprennent rien, ils ne voient rien. Alors il y a bien sûr des ripostes désespérées, isolées, sans coordination, qui prouvent que c'est bien la question du front unique de toute la gauche qui est à l'ordre du jour pour empêcher le nazisme d'arriver au pouvoir. Mais, par exemple, Maurice Thorez, en 1934, le 23 octobre, dans l'Humanité, ne mesure pas la situation. Il dit « Si nous répondons à coups de revolver des fascistes par d'autres coups de revolver, nous perdons de vue que le fascisme est le produit du système capitaliste et qu'en luttant contre le fascisme, c'est tout le système que nous visons. » C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Voilà. Et ça, on est le 23 octobre 1934. C'est-à-dire qu'on est 6 mois après le 6 février 1934. Donc Maurice Thorez n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. Il n'a toujours pas compris qu'il y a une manifestation en France qui criait à bas la République, à bas la gueuse, et qui était dirigée à la fois contre la République, mais contre le mouvement ouvrier organisé. On est le 23 octobre 1934. En France, la violence et la détermination des manifestations d'extrême droite le 6 février 1934 contre la République, donc je vous disais, contre la gueuse, la putain partageuse qui ouvre ses bras aux pouilleux et aux métèques, voilà ce qu'il y avait quand même sur les affiches le 6 février 1934, je répète, la gueuse, la putain partageuse, la République qui ouvre ses bras aux pouilleux et aux métèques, a entraîné un certain sursaut dans le mouvement ouvrier à la base. L'aspiration à l'unité est très forte et la base militante exprimera cela par des manifestations communes appelant à la réunification syndicale. Je vous rappelle qu'il y a 2 syndicats à l'époque en France. Il y a la CGT et la CGTU, liées au Parti Socialiste et au Parti Communiste. Hein, et que le Congrès de Toulouse, d'ailleurs, en 1936, si j'ai bonne mémoire, a fait la réunification syndicale. Je me suis peut-être trompé sur les dates, mais je ne pense pas. Et Marc Perret dans la salle, et il va me dire si c'est vrai. C'est bien, c'est correct, merci. Marc Perret, qui est un ami insoumis, maire d'une ville proche de Toulouse, maire de l'Union. L'Union est un combat, nous 2 salons. Voilà. Alors, il s'ensuivra la création de comités antifascistes une fois que l'insurrection, une fois que la direction du Comintern aura finalement tourné en 1935 vers la logique du Front populaire. Alors la logique du Front populaire, c'est pas la logique du Front unique, malheureusement. C'est-à-dire que la logique du Front populaire, c'est une logique de gouvernement des partis de gauche, mais, petit problème, on y met en France le principal parti bourgeois qui est le parti radical. Donc si on met le principal parti bourgeois qui est le parti radical, c'est bien évidemment pour rassurer la classe dominante. Donc ce n'est pas un gouvernement ouvrier, socialiste et communiste au propre sens du terme, c'est donc un gouvernement de front populaire, mais dans lequel il y a quelques gouttes de goudron dans le baril de miel. Voilà. Alors, il s'ensuivra donc la création de comités antifascistes, le fait que la 3e internationale va tourner vers le Front populaire, et qu'il y a une très très forte aspiration donc à l'unité politique, à l'unité syndicale. Voilà. Maurice Thorez, en 1936, afin d'assurer l'échec définitif du fascisme, nous proposons de nouveau au Parti socialiste l'action commune pour la défense des revendications immédiates. C'est bien, c'est inconséquent. Ce n'est pas parce que vous allez faire l'unité sur les revendications immédiates que vous allez lutter contre le fascisme. Ce n'est pas parce que vous allez vous battre pour l'augmentation des salaires et je ne sais pas quoi que vous allez combattre le fascisme. Vous allez combattre le fascisme si vous avez un programme alternatif qui permet au fascisme de lui couper l'herbe sous le pied sur tous les aspects qu'on a vus précédemment. Voilà. Alors, la polarisation politique de la victoire électorale du Front populaire, je fais un petit saut sur le Front populaire, et les victoires sociales des occupations ouvrières de mai et juin 1936, qui sont quand même un élément fondamental dans l'histoire de France, notamment avec les accords Matignon, vont bien sûr approfondir, les accords Matignon, c'est pas rien quand même, hein, c'est les congés payés, c'est beaucoup de conquêtes ouvrières, vont bien sûr approfondir la radicalisation d'une partie de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie, vers l'extrême droite. Et écoutez bien ce qui va suivre. Le secteur du grand capital, Worms, Lazare, Dreyfus, Rothschild, avec, je dis crûment, des noms de personnalités juives
à la tête de ces grandes organisations, Worms, Lazare, Dreyfus, Rothschild, vont financer des groupes fascistes. Eh oui, je relis. Worms, Lazare, Dreyfus, Rothschild, les aciéries de l'Est, des grands groupes automobiles ont financé le PPF de Doriot, Parti populaire français, et le Rassemblement national populaire de Marcel Déard en 1936. Voilà. L'argent n'a pas d'odeur, le fascisme non plus, apparemment. La France a connu des organisations d'extrême droite de masse ou à vocation de masse. Je les cite. L'Action française de Charles Maurras, le Faisceau de Valois, celui qui était dans le groupe avec les syndicalistes révolutionnaires, rappelez-vous au début de l'exposé, là, le Cercle Coudon, les Croix de Feu, les Jeunesses Patriotes, la Solidarité française, le Parti franciste, le Parti populaire français de Doriot, le Rassemblement national populaire de Déa, la plus importante organisation fasciste. Alors là, il y a une discussion là-dessus. Des historiens, je ne m'appesantirai pas là-dessus, je vous renvoie au livre, sur le parti les Croix de Feu du colonel de la Roque, est-ce que c'était une organisation fasciste ou pas? Moi je pense que oui. La plus importante organisation fasciste du point de vue de sa base militante et de son audience électorale est le Parti social français du colonel de la Roque, ex-Croix de Feu, c'est-à-dire qu'après les Croix de Feu en 1934 crée donc le PSF. Écoutez bien, en septembre 1936, le PSF compte 600 000 adhérents. C'est le parti dans l'histoire de France qui a eu le plus grand nombre d'adhérents, toutes tendances confondues. 600 000 adhérents. Et pendant ce temps-là, la SFIO et le PCF, donc la SFIO qui était l'ancêtre du Parti Socialiste, le Parti Socialiste n'est né qu'au Congrès d'Épinay en 1971. Ça s'est appelé la section française de l'Internationale ouvrière. Je refais un petit flashback en arrière, il y a la Révolution russe. Et en décembre 1920, il y a le Congrès de Tours où il y a la scission entre les communistes et les socialistes. Les socialistes sont minoritaires, les communistes s'en vont avec la majorité des militants et avec le journal L'Humanité fondé par Jean Jaurès. Donc le Parti communiste s'appelle Parti communiste Section française de l'Internationale communiste, SFIC, et l'ancien Parti socialiste s'appelle la SFIO, Section française de l'Internationale ouvrière. Eh bien, la SFIO, le PCF, ne compte que 500 000 membres à eux deux, alors que le PSF de Delaroque compte 600 000 membres. Et en 1939, il en comptera 1 200 000 membres, le PSF de Delaroque. Alors, je termine mon exposé, je suis à peu près dans les temps, c'est jusqu'à moins le quart. Oui. Alors, j'aurais aimé qu'on discute un peu plus, parce que... Alors, je vais... Bon, la partie historique a été un peu longue, mais je pense que c'était important d'avoir ce substrat pour pouvoir discuter de la suite. Donc, décoder, déconstruire, combattre le néofascisme aujourd'hui. Donc, comme on l'a vu, les fascistes sont nos pires ennemis, et on peut reprendre ici une formule que je trouve intéressante, qui est une formule de Trotsky aussi, c'est les fascistes sont des marxistes à l'envers. Alors je sais que ça bouscule un peu ça, mais c'est vrai. Et vous allez comprendre pourquoi. Au sens où ils analysent comme nous la nature de classe du système capitaliste. Vous savez, quand vous entendez des fois Marine Le Pen ou Philippot le matin, avant qu'ils aient commencé à éructer sur les immigrés et sur le reste, vous dites « Ah, ça nous interpelle, c'est vrai. » Ok, d'accord. Donc ils ont la même analyse que nous, ils ont la même analyse sur les rapports de force, ils savent faire très bien le lien dialectique entre la stratégie et la tactique, et sur l'utilisation de l'agitation et de la propagande. Combien de fois on s'est dit, putain, leurs affiches, leurs slogans, ça tue quoi. Ça tue au sens propre du terme. 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrants trop, c'est une horreur, mais c'est un excellent slogan politique. Ben oui. Donc c'est pour ça que Trotsky parle du marxisme à l'envers, c'est-à-dire qu'il retourne les paradigmes sur leur terrain. Nous sommes sur le terrain de l'universalité, il nous renvoie sur le terrain de l'ethnicisme. Nous sommes sur le terrain de l'unité, il nous renvoie sur le terrain de la division. Mais la méthode pour appréhender les choses politiques est la même méthode. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est précisément sur le terrain de la bataille idéologique pour gagner les consciences qu'il y a une question centrale avec le fascisme. Et il faut bien le dire, les néofascistes aujourd'hui
ont de nombreuses longueurs d'avance sur nous. Je crois qu'il faut qu'on fasse preuve d'un double sentiment, celui de l'humilité et celui de la responsabilité. Ils ont plusieurs longueurs d'avance sur nous. Pourquoi? On va le voir. C'est la nouvelle droite en France qui, après mai 68, a tiré les leçons autour de la question de l'hégémonie culturelle de la gauche. Un certain Antonio Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, a théorisé l'idée que pour gagner politiquement, il fallait gagner culturellement et idéologiquement dans la société avant. Ça paraît aujourd'hui quelque chose de communément admis, mais je peux vous dire qu'à l'époque, parce qu'il y avait une conception marxiste un peu mal digérée entre la question de l'action politique, de l'action idéologique, etc., pensait qu'on allait prendre le pouvoir et qu'en prenant le pouvoir, à la fois tout allait être réglé, mais on peut prendre le pouvoir, si on n'a pas gagné politiquement les consciences avant, on se retrouve dans le mur parce que ça ne fonctionne pas. Donc la question de l'hégémonie culturelle, il la retourne, la nouvelle droite, après les années mai 68. Ce courant est animé par notamment Alain de Benoît, qui est son principal théoricien et qui est le fondateur du GRES, le groupe de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Ils font même un congrès, si j'ai bonne mémoire, 6 mois après la victoire de Mitterrand en 81, où ils intitulent leur congrès, écoutez bien, vous êtes assis, pour un gramschisme de droite. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont d'extrême droite et qui reprennent le nom d'Antonio Gramsci, qui a été un des principaux opposants à Mussolini, puisqu'il a été déporté en Sardaigne pendant 10 ans après avoir été arrêté, où il a écrit d'ailleurs ses cahiers de prison, et ils intitulent le congrès pour un gramschisme de droite. Quand je vous disais que c'est des marxistes à l'envers, même leur titre est un concentré. De la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, la nouvelle droite créa des passerelles, prendra des initiatives dans tous les secteurs médiatiques et aura un vecteur de masse avec le Figaro Magazine. Le Figaro Magazine, c'est le journal dirigé par la nouvelle droite, à 1 million d'exemplaires toutes les semaines, avec les éditoriaux de Louis Pauwels, pour les plus anciens d'entre nous. Donc tout ça, ça a joué un rôle extrêmement important dans la société française. Écoutez bien ce que Nicolas Sarkozy disait avant la présidentielle de 2007. Au fond, j'ai fait mienne l'analyse, le pouvoir se gagne par les idées, Nicolas Sarkozy. Au fond, j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci, le pouvoir se gagne par les idées. Nicolas Sarkozy. Le pouvoir se gagne par les idées, je reprends Antonio Gramsci. Il le dit dans un discours. Fabuleux, quoi. Ensuite, vous avez des gens qui joueront un rôle très important sur la pénétration idéologique de tous les médias, notamment Jean-Yves Le Gallou, qui est l'ancien numéro 3 du Front National, qui est parti avec Bruno Maigret en 1997. Ce sont des gens redoutables. Voilà. Les néofascistes aujourd'hui sont passés maîtres dans l'art de la confusion, du mélange des genres, du brouillage des repères, du retournement des concepts. Ils disposent de présence et d'activité sur de nombreux réseaux sociaux, comme en témoigne la nébuleuse Soral Dieudonné, et l'utilisation de l'humour et de fixer les intérêts de dizaines de milliers de gens. Beaucoup dans les banlieues. Beaucoup dans les banlieues. La nébuleuse Soral Dieudonné fait des ravages dans les banlieues. C'est quelque chose d'assez terrible. Au moment du suicide de Dominique Werner dans la cathédrale Notre-Dame, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le 21 mai 2013, Dominique Werner n'était autre qu'un ancien membre de Jeunes Nations, de l'OAS et du groupe Europe Action et du GRES. Le groupe Europe Action, il y en a un qui en faisait partie, c'est celui qui est sur tous les plateaux télé là, de Valeurs Actuelles. Là. Je ne sais pas si vous connaissez s'il y a quelqu'un qui peut googliser ça, là. Le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui est sur tous les plateaux télé, qui vient nous raconter la vie en permanence. C'était un ancien pote à Dominique Werner, là, du groupe Europe Action. Et réaction de Marine Le Pen, tout respect à Dominique Werner, dont le dernier geste éminemment politique aura été de tenter et de révéler le peuple de France. Le mec se suicide en pleine cathédrale de Paris. C'est un fasciste historique depuis les années 60. Et Marine Le Pen dit éminemment politique, il aura tenté de réveiller le peuple de France.
ceux qui avaient des doutes sur le fascisme. Dans l'activité, pardon? Éric Monjani. Non. Geoffroy Lejeune. Michael Fronton, Raphaël Antoine Clonard, Frédéric Pays, Laurent Lambrieux, Louis Gravnel. Non. Valeurs actuelles. Il intervient souvent sur les informés de France. Oui, il est sur les informés de France Info, il est sur tous les plateaux, il est insupportable celui-là. Bon, on va trouver. Bon. Dans l'activité de l'extrême droite récente en France, le Front National s'est essentiellement concentré, voire cantonné dans son activité institutionnelle, autour de son intervention donc institutionnelle et de ses élus. Les conquêtes municipales d'Hénin-Beaumont, d'Ayange ou de Béziers ont illustré leurs pratiques, sinon leur programme. Leur poids dans les conseils régionaux leur a permis de polluer les débats et de pervertir les attentes populaires sur le terrain, notamment par des positions anti-étrangers. Moi, je peux vous dire que je suis conseiller régional à Occitanie. On a 40 fachos dans l'Assemblée. François Dorcival. Eh ben, lui, c'est un ancien de la FEN, pas le syndicat enseignant, la Fédération des étudiants nationalistes, de jeunes nations, etc. Et le mec vient nous raconter la vie en permanence comme si c'était... Et il est invité sur le service public. Je veux dire, c'est... Alors on peut dire, oui, c'est un ancien, un machin... Ouais, attendez, on n'est jamais ancien. Là où traditionnellement l'extrême droite se caractérisait par son action violente, je reprends, le FN est considéré comme tiède par le reste de la nébuleuse. Vous voyez, il y a des échelles dans l'horreur. Il y en a qui considèrent que le Front National est tiède. Donc il y a toute une nébuleuse fasciste qui essaye de capter la radicalité par des actions spectaculaires, notamment comme les identitaires. Génération identitaire, avec l'initiative à la mosquée de Poitiers en 2012, l'expédition anti-réfugiés avec le groupe européen Defend Europe au col de l'Échelle en avril 2012, vous vous rappelez, au-dessus de Briançon, l'occupation du siège de SOS Méditerranée à Marseille l'année dernière, en octobre 2018, ou très récemment dans les mouvements des Gilets jaunes avec des actions symboliques. Ils ont essayé. À Toulouse, il y en a quelques-uns qui sont venus nous renifler. On a compris que c'est pas nécessaire. Moi, l'action française a essayé de me sortir d'une manif, par exemple. L'Antoine Marxiste dehors. J'ai dit, ah ouais, tiens. Je pensais que j'allais reculer, j'ai avancé, j'ai allé au contact. On a mis 50 personnes autour, avec les Gilets jaunes, on a crié les fachos dehors, ils se sont fait virer. Voilà. Donc voilà, ça nous renvoie à l'actualité. Présence politique au sein du mouvement des Gilets jaunes, voilà, conséquente, pour marquer le territoire physiquement, pour être là, discuter, aiguiller les mots d'ordre aussi, etc. Et je pense que c'est tout à fait important. Et notre présence politique aux Insoumis, dans de nombreuses manifestations, a joué un rôle positif. Voilà. Elle allait le faire de manière souple, mais je pense que, et tout ça sur la durée, enfin pour ce qui nous concerne à tous, on a fait ça, je ne sais pas ce qui s'est passé ailleurs, mais je pense que de ce point de vue-là, on a plutôt pas mal fait les choses. Donc, dans le mouvement des Gilets jaunes, quenelle devant le Sacré-Cœur le 22 décembre 2018, attaque violente contre le NPA à Lyon et à Toulouse. À Toulouse, on a essayé, donc on s'est mis un peu en bouclier vis-à-vis des camarades du NPA pendant un mois. Bon, les oiseaux sont parvenus. Je pense qu'on a marqué le territoire aussi de ce point de vue-là. Au plan international, la résurgence du fascisme est là. Elle correspond à la combinaison de plusieurs facteurs spécifiques liés aux réalités historiques, au développement économique, aux alliances. Cette montée du fascisme a néanmoins des caractéristiques communes. Au plan international, choix d'une fraction suffisamment significative de la bourgeoisie et de l'oligarchie qui ne supporte plus les rythmes et les formes de la régulation démocratique parlementaire, voire du partage des richesses. Ça a été le cas au Brésil. Je pense que la bourgeoisie, à un moment donné, brésilienne, voulait fermer la parenthèse Lula et Dilma Rousseff, malgré toutes les erreurs qui ont pu être faites. Je n'interviens pas du tout sur la question de la corruption, parce que je pense que les deux camarades concernés ne sont pas corrompus. Par contre, il y a eu des phénomènes importants de corruption dans le parti, dans le PT brésilien, et il y a eu aussi des problèmes d'aiguillage de l'orientation politique sur un certain nombre de mesures, notamment sur la question des services publics, qui a fait qu'il y a une partie de la population, y compris qui était sortie de la misère,
une partie de la jeunesse qui s'est cristallisée contre le PT et qui a permis, y compris à Bolsonaro, de pouvoir prendre le pouvoir. L'hégémonie idéologique significative des idées d'extrême droite, notamment en s'appuyant sur les évangélistes. Oui. Au Brésil, ça a été très important. Défaite, paralysie, empêchement de la gauche politique d'être représentée. Et là, je crois que le fait d'avoir enfermé Lula sur un dossier complètement abusif a été quelque chose d'absolument déterminant pour permettre à Bolsonaro d'arriver au pouvoir. À grands traits, c'est ce qu'on a pu mesurer après la victoire de Bolsonaro au Brésil, donc en Italie, avec les dynamiques en cours en Pologne et en Hongrie. La droite et l'extrême droite ont pu se construire à partir du mécontentement populaire, à partir de l'appui de l'Église évangéliste, de l'oligarchie qui a choisi l'option du coup d'État institutionnel avec Temer d'abord au Brésil, et le dégagisme anticorruption combiné aux facteurs précédents a permis à l'aventurier mais néanmoins fasciste Bolsonaro de tirer son épingle du jeu. En Italie, la disparition totale de la gauche au Parlement et dans les grandes villes a laissé le champ au mouvement 5 étoiles et à l'aile marchande de la coalition de la Ligue du Nord de prendre la tête du dispositif. Bon, les choses sont un peu rebattues là, mais enfin les phénomènes de fond restent. Le problème de l'Italie, c'est que la gauche politique a disparu. Ça, c'est une grande leçon aussi. Le plus important parti communiste d'Europe. Sous Berlinguer, le parti communiste italien, c'est plus de 30% des voix. C'est 3 millions d'adhérents. Pardon ? Juste une petite question par rapport à ça. Oui. Est-ce que aussi les phénomènes, parce qu'il y avait aussi l'histoire du partage des accueils de migrants en Europe, dans l'UE, et apparemment l'Italie aurait été le pays qui aurait, parce que les autres ont... Attends, je vais y venir. Je parle de la gauche politique, et après je vais venir à ta question précisément, et je vais y répondre, parce que je pense que tu as raison. Le fait qu'il n'y ait pas de gauche politique, qu'il n'y ait plus de gauche politique en Italie, parce que le Parti communiste s'est transformé en parti démocrate, que le Parti socialiste qui existait dans les années 80 avec Bettino Craxi était tellement corrompu qu'il a disparu du jour au lendemain, que tout ça a fait qu'on a glissé vers même plus une social-démocratie molle, un parti démocrate, un peu à l'américaine, si vous voulez, qui est un autre versant de la politique bourgeoise, sans être une politique liée au mouvement ouvrier, au syndicalisme, aux revendications populaires, etc., fait qu'à un moment donné, les gens, comme il n'y a plus ça, ils regardent de l'autre côté. Donc ils regardent le mouvement 5 étoiles, ils regardent la phraséologie et la démagogie de la Ligue du Nord, parce qu'ils sont désespérés, ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est vrai que le fait qu'en plus, par rapport à l'accès des réfugiés, je ne vais pas parler de réfugiés, moi, de migrants, personnellement, ça pour avoir le débat, parce que ce sont des réfugiés économiques, des réfugiés climatiques, des réfugiés politiques, etc., que l'Union européenne ait laissé l'Italie toute seule gérer les affaires, c'était du pain béni pour les fascistes pour dire attendez, on n'est pas la poubelle du monde. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est eux. Voilà. Donc ça a joué, ça a été un phénomène effectivement catalyseur extrêmement important. Donc voilà, mouvement 5 étoiles, Ligue du Nord qui prend la tête du pouvoir et qui incarne une alternative. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a deux possibilités à l'alternative. La leur et la nôtre. C'est une fausse alternative. C'est une alternative sur le terrain ethnique, sur le terrain de la haine, sur le terrain de la division, nous sommes sur le terrain de l'unité, sur le terrain de la solidarité, etc. Mais c'est une autre branche de la sortie du système actuel. Même si ça conforte le système actuel. Il faut toujours avoir ça en tête. Quand on dit l'alternative, il faut faire attention. Il y a toujours deux branches. À la preuve, il y a le paradis et l'enfer. Sur Terre, ce ne sera pas pareil. Non. En Pologne et en Hongrie, des courants politiques de droite sont à l'œuvre, aiguillonnés par de forts courants anti-étrangers, là aussi, et antisémites. L'antisémitisme en Pologne, c'est pas fini. Hein. Pourtant, il y avait 6 millions de juifs avant la guerre, il y en a plus de 40 000. L'Ischland a complètement disparu, mais les mecs ils trouvent encore le moyen d'être antisémites. Problème. Traduisant la nature de la crise et la fragilité que vit la petite bourgeoisie dans ces pays, toujours sensible au discours simpliste et sécurisant des nationalistes et des fascistes. Là encore, pour conclure, la gauche et l'alternative de gauche ont été absentes.
un pays qui a vécu un mouvement comme Solidarnosc, où vous avez 12 millions de travailleurs qui sont organisés de manière indépendante au début des années 80, qui finalement n'arrivent pas à avoir une représentation politique du mouvement syndical indépendant. Dans un pays extrêmement peuplé, hein. La Pologne c'est 40 millions d'habitants, si j'ai bonne mémoire, c'est le 4e pays le plus peuplé d'Europe, avec une activité économique et industrielle extrêmement importante. Il n'y a pas de gauche politique. Donc ça se joue entre la droite et l'extrême droite, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Tout ça doit nous interroger. Voilà, j'ai terminé. Attendez, est-ce que on peut prendre des questions, etc. J'avais prévu, je vous ai mis tout mon topo là par écrit. C'est pas trop fort parce que j'en ai que 50. Et qu'on est 80 dans la salle. T'as ta carte du parti, camarade? Oui, on va prendre les mails. Alors, je veux bien prendre quelques questions. Dominique? C'est juste un point d'ordre par rapport au cercle Codon. Tu as dit toi-même que c'était discutable. L'histoire du cercle Codon, ça a été lancé dans l'idéologie française par Bernard-Henri Lévy, qui est summum de l'anti-libertaire et de l'anti-gilet jaune d'ailleurs. Et ça a été repris effectivement par Sternel ensuite. Dans le cercle Codon qui a été lancé par les Maurassiens, il y a eu un syndicaliste révolutionnaire qui est venu, Édouard Baird. Oui. Il n'y en a pas d'autres, et qui plus est, il a été renié par Sorel. Et Édouard Baird, c'était un sacré personnage, puisque c'est le traducteur de Marx, qui était germanophone, qui, après la guerre, la Première Guerre mondiale, est devenu un turiféraire de la révolution russe, jusqu'au procès de Moscou, où il est repassé au syndicalisme révolutionnaire. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que le cercle Codon a été à l'origine du fascisme. Même non, c'est pas exactement comme ça que je l'ai dit. Enfin, même si on sait que Mussolini avait lu Sorel. Mais même en dehors de... Bon, ça c'est un autre problème. On sait aussi, comme tu l'as dit, que Gramsci, par exemple, doit être cité par Sarkozy. Ça veut dire que Gramsci était fasciste. Ni qu'il était libéral. Merci de cette précision. Il n'y a aucun problème là-dessus. Toute nuance ne nuit pas au débat. Oui? C'est juste pour un petit truc de lecture d'article à proposer. C'est un article d'un journal alternatif qui s'appelle Bastamag. Et le titre de l'article, c'est Les votes méprisables du FN au Parlement européen. C'est un article assez simple, mais vraiment concret pour si vous trouvez une personne qui vous dit « Ah, mais le FN, ils sont pour les petits travailleurs et tout ça ». C'est vraiment un article très... Non, mais je l'ai vu, cet article est très très bien. Sur Bastamag. Bastamag ou le blog Mediapart. Si on peut essayer d'assurer des interventions un peu mixtes aussi, pour que les femmes aient la parole. Attendez, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si, à ton avis, par rapport à la démonstration, si actuellement il y aura une germe en présence, actuellement dans la société actuelle, pour une radicalisation, si tu veux, du fascisme tel que tu l'as exposé pour la montée du nazisme. Alors, c'est une bonne question. Le fascisme, comme tous les processus historiques, est un processus dynamique. C'est-à-dire qu'il se situe, en l'occurrence, en dynamique et en réaction par rapport à l'activité du mouvement ouvrier et du mouvement démocratique. Pour vous parler très froidement, est-ce que la bourgeoisie, aujourd'hui, a besoin de jouer la carte du nazisme pour assurer sa domination? Personnellement, je ne le pense pas. Pas encore. Non, mais d'accord. Ça, c'est... on peut faire des prophéties, si vous voulez. À l'instant T, si on regarde les conditions politiques, les conditions sociales, des mécanismes de reproduction et de domination du système, on n'est pas dans une phase de radicalisation comme on était dans les années 20 et les années 30, où face au mouvement ouvrier, la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, a joué la carte du fascisme pour permettre à la fois s'assurer sa domination, la permanence de sa domination, par la centralisation, par un parti unique, par la coercition, etc. Je ne pense pas qu'à l'instant T, nous soyons dans cette situation-là. Mais c'est mon humble avis.
La camarade était inscrite au premier rang. Oui, c'est sur un point historique et qui me semble avoir des conséquences très concrètes maintenant. Tu as dit, et je suis entièrement d'accord avec toi, que sous Staline, il y avait, avec la direction stalinienne de l'Internationale communiste, il y avait eu une politique d'opposition, d'isolement. Ça, c'est parfaitement vrai, et on sait pourquoi. Néanmoins, des gens parfaitement honnêtes ont eu une politique qui était pratiquement la même, et donc c'est pas seulement les méchants qui font ça. Le Parti social-démocrate indépendant en 1920 a refusé la main tendue du Parti social-démocrate et a refusé la main tendue pour faire un gouvernement ouvrier de front unique. Alors ça se comprend parce que le Parti social-démocrate indépendant, il avait été fondé par Utrecht et Luxembourg, et que ceux qui leur tendaient la main, c'était ceux qui avaient massacré Utrecht et Luxembourg. Donc il y avait de bonnes raisons. Néanmoins, fondamentalement, le sort de l'Europe s'est joué à ce moment-là, même si ça a été corrigé après au 4e Congrès international communiste, mais c'était trop tard, ça ne passe pas les plats. Et je pense que le nazisme ne serait pas arrivé si ça ne s'était pas passé. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut, en toute honnêteté, et donc il faut qu'on y réfléchisse nous-mêmes, avoir de bonnes raisons pour refuser l'unité, mais ces bonnes raisons ne sont peut-être pas aussi bonnes qu'on croit. Voilà, c'est ça mon message. Je vois bien ce que tu dis. Ensuite. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la réponse que tu as donnée concernant le fait qu'on soit à un instant T ou pas montée du fascisme. Parce que si on regarde la situation actuelle, la gauche est totalement divisée, il n'y a pas d'accord, ça se tient dans les pattes tous azimuts. Quelque part, le parti le plus organisé, c'est la France Insoumise. Et à partir du moment où on n'a pas les autres avec, on ne fera rien tout seul. Tu regardes l'état policier dictatorial dans lequel on arrive. Il y a 20 ans, quand tu allais manifester, tu ne te faisais pas gazer. On ne t'empêchait pas de manifester. Et les flics n'avaient pas une carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Rien que sur ces 2 derniers jours, on apprend que le bras droit de Macron, Colère, n'a strictement rien fait. Benalla, ils n'ont toujours rien fait avec lui. Partout, toutes les histoires où le parti au pouvoir est mis en cause, ça passe par pertes et profits, il n'y a pas de problème. Et le parti ouvrier, il bouge pas, enfin, les ouvriers ne bougent pas. Les syndicats ouvriers, c'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui reste? On est un des peuples d'Europe dans lesquels il y a le moins de syndiqués. Donc en fin de compte, on n'est peut-être pas à l'instant T, mais à mon avis, on est peut-être à l'instant T -1. Parce qu'en plus, ils s'en prennent aux gamins. Oui. Parce que ce sont les gamins qui traditionnellement ont bougé. 68, c'était ça les ouvriers, mais c'était les jeunes. C'était les gars qui étaient à l'université. Quand on voit ce qu'ils sont devenus, il y a quoi vraiment vrai. Mais franchement, quand on voit le pays qui monte. Donc en fin de compte, à l'heure actuelle, les gamins qui se font vraiment foutre en l'air, les gamins qui ont été collés par terre, là, mis en joue, etc. Le fait qu'on se retrouve en garde à vue pour un oui comme pour un non, quelque part, ok, la désobéissance, c'était juste ce qu'il y avait avant toi. La désobéissance civile, moi je suis tout à fait pour, mais effectivement, les risques qu'on prend à l'heure actuelle deviennent gravissimes. Et ce n'était pas le cas pendant les 40 dernières années. Donc, instant T -1, ça me semble une évidence. D'autant plus que Macron, c'est quand même un apprenti dictateur. Il apprend un peu de Oui, mais enfin, la question c'était sur le nazisme. Ah oui, mais de là au fascisme, tu sais, l'État politique. Oui, enfin, de là au fascisme et du fascisme au nazisme, il y a encore beaucoup de choses. Et moi, je ne veux pas crier au loup, parce que le jour où il y a vraiment le loup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc moi, je suis pour. J'intègre ce que tu dis, y compris la répression, on l'a vécu comme on l'a jamais vécu pendant 6 mois sur les ronds-points et dans les manifestations, y compris physiquement. Hein. Mais je répondais à la question sur la question du nazisme. On a un État qui est en train de se durcir, qui est un État qui a des germes d'États dictatoriaux et tout ce qu'on a pu voir sur la répression peut être digne d'un rapport d'Amnesty International. On voit dans d'autres pays, etc. Le fait qu'il y ait un jeune dont on retrouve le corps un mois après, je veux dire,
Avant, vous voyez ça dans les rapports d'Amnesty sur l'Argentine, sur des pays comme ça, et là on est en France, et voilà. Donc ça, je suis d'accord là-dessus, mais attention aux formules qui peuvent être un peu définitives, parce qu'y compris elles peuvent esthétiquement, on les trouve bien parce que c'est des formules qui passent partout. C'est pas le nazisme non plus, quoi. Faut faire attention. Je veux dire, on n'est pas en train de déporter les gens et de les mettre dans des chambres à gaz, quoi. Voilà, donc faut. C'est pour ça que je suis pour nuancer les choses, je suis pour intégrer ce que tu dis complètement. Voilà, je répondais à la question précise sur est-ce qu'on est dans la même situation que dans les années 20 et les années 30. Pour toute raison de conditions historiques mises bout à bout, etc., je pense que c'est pas la situation. Maintenant, ce que tu dépeins est vrai en même temps. Voilà. Je pense qu'il faut tenir les deux bouts, quoi. Et c'est mon point de vue, c'est pas. Oui. Oui, alors, bon, je ne dirais pas sur la question de l'État fasciste ou pas État fasciste, mais je pense qu'il y a déjà quand même en esprit des germes qui sont contenus. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur la question. Je suis syndicaliste, donc ça me tient à cœur. Sur la question du corporatisme, Trotsky écrit donc c'est la transformation de l'espoir révolutionnaire en désespoir contre-révolutionnaire. Du coup, la question qui me taraude, c'est en tant que militant politique, en tant que militant syndicaliste aussi pour le coup, est-ce que le travail n'est pas autour justement d'entretenir la vague révolutionnaire? Et je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il ne se passe rien dans le monde de la lutte de classe. La grève aux urgences, c'est quand même pas n'importe quoi. Ce qui s'est passé au niveau de la grève des correcteurs du bac et dans l'enseignement, c'est quand même pas n'importe quoi. Il y a la réforme des retraites qui nous arrive droit sur le fond de la gueule et qui nous constitue, au même titre que le code du travail qui nous ont balayé, qui nous constitue en tant que classe ouvrière, qui est un acquis fondamental des grandes grèves de 36 et des mouvements révolutionnaires 45. C'était voilà, c'est pas juste le Front populaire gentil qui nous a donné tout ça. Donc la question c'est à quel moment aussi on ne doit pas se battre pour préserver l'indépendance du mouvement ouvrier, l'indépendance de ces organisations moléculaires. La question qui peut se poser par exemple c'est comment on peut se bagarrer dans les organisations syndicales pour qu'ils accordent une concertation sur la retraite, qu'est-ce qu'on fait sur la loi du SOT qui dérive les instances de la fonction publique, etc. Voilà, j'aurais tendance à dire qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant plutôt que programmatiquement, tu dis il faut avoir un bon programme, etc. Je ne suis pas contre, mais qu'est-ce qu'on fait là, demain, dans nos organisations, Alors moi je veux bien poursuivre le débat là-dessus si vous voulez. Je crois que... Non, mais en termes de méthode, tu as raison. C'est quelles sont les perspectives et qu'est-ce qu'on met en œuvre. Oui, il est moins 10, je ne sais pas si vous avez envie de continuer ou pas continuer. Moi personnellement, je veux bien. Pour une dernière intervention, tu voulais intervenir, excusez-moi. Vas-y. S'il vous plaît. Je suis d'accord avec toi, on n'est pas complètement dans la situation du fascisme. Parle plus fort pour ceux qui sont. On n'est pas encore dans la situation du fascisme. Mais ça ne doit pas nous empêcher de lutter contre ce qui se passe au niveau de la fin de la démocratie en France. Parce qu'on est quand même, par contre, sur le chemin de qui n'est plus une démocratie. Là, ce matin, on regardait l'info sur l'école. Les policiers sont intervenus, une brigade est intervenue, on va aller arrêter un type qui se promenait avec une camionnette avec des affiches sur lesquelles, en fait, qui dénonçait à côté, pas très loin pas très loin de le président de la République en ce moment, qui dénonçait le fait que les harkis étaient enfermés dans des camps et qui demandaient justice. C'était des petits panneaux comme ça sur la carte. Les flics se sont déplacés, ont fouillé, ont cherché dans des villes suivies, l'ont arrêté, l'ont fait lever les mains avec une arme. Je pense qu'ils lui ont confisqué son camion. C'est un déni d'un abus de pouvoir manifeste. Ça correspond à aucune. Aujourd'hui, officiellement, on a. Excusez-moi, si vous voulez prendre un topo là. Un pour deux. La liberté d'expression, encore officiellement. Non mais existe tout ce que vous dites là, c'est juste un. Non, mais un détail comme ça, il faut qu'on vérifie. Bien sûr. Il y a tous les détails qu'il faudrait qu'on vérifie. Sans même se référer au nazisme. Alors, je vous ai préparé mon topo.